Ils sont partout. Ils sont suivis et admirés par des millions. Ils possèdent les plus grandes entreprises et les médias de masse. Leurs fortunes sont colossales. On les voit partout, à la télé et sur les réseaux sociaux. Ils s'appellent Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates, Steve Jobs, mais aussi Warren Buffett, Thomas Edison, John Davidson Rockefeller ou Andrew Carnegie. Ils ont conquis le monde et pris le pouvoir à l'image de Donald Trump et Elon Musk, deux figures emblématiques, l'homme d'affaires mania de l'immobilier et le PDG milliardaire de la Silicon Valley à la tête de la première puissance mondiale. Ce sont les entrepreneurs. Savais-tu que 95% de la population détenait 5% des richesses ? Alors, est-ce que tu veux en faire partie ? Comment deux héritiers, à la carrière émaillée de scandales et de polémiques, ont réussi à se forger une image de réussite et de self-made man suffisamment puissante pour convaincre des milliers de gens de remettre leur avenir, et par là même un peu le nôtre, entre leurs mains. C'est pour répondre à cette question que dans ce nouvel épisode pour Blast, nous allons analyser le mythe de l'entrepreneur entre storytelling et réalité. Nous allons voir ce qu'il nous raconte, mais aussi et surtout ce qu'il ne nous raconte pas. Bienvenue dans Corporate. Le 5 octobre 2011, mourait Steve Jobs. Partout dans le monde, des milliers de personnes et même des chefs d'État saluent l'homme, l'inventeur, le génie qu'il était. On se réunit devant les Apple Store avec iPhone et iPad et les serveurs de Twitter saturent de condoléances. Cet homme à lui seul aurait changé le monde grâce à ses créations visionnaires alors qu'il avait modestement commencé dans un garage. Yes, we do. Cet imaginaire de l'entrepreneur, vous le connaissez par cœur avec tout le folklore. Car au fond, c'est bien de ça dont il s'agit. Une mythologie, un ensemble de récits avec leurs héros et leurs exploits, leurs tropes et leurs clichés. Comme le fameux garage. Mais comment s'est construit ce mythe ? Comment en est-on venu à célébrer des figures de chefs d'entreprise comme on célébrait autrefois les pharaons ? C'est ce qu'a étudié notre co-auteur Anthony Galuzzo. Car cette image d'Épinal de l'entrepreneur, du self-made man qui a construit un empire à la sueur de son front, abritant un esprit hors norme, nous paraît une évidence aujourd'hui, tant nous avons été abreuvés par ces représentations. Alors qu'en fait, c'est une figure assez récente dans l'histoire du monde et même dans l'histoire du capitalisme. Mais du coup, comment ils faisaient avant sans personne pour entreprendre ? Je sais pas, j'imagine qu'ils étaient là devant une mine de charbon et un champ de blé, puis ils savaient pas quoi en faire, quoi. Ah ok. Mais non, quel que soit le mode de production, il y a toujours eu des types pour produire et d'autres pour faire bosser les autres. Juste, à chaque mode de production, c'est pas le même type. Et dans le capitalisme, c'est... Il y a un piège ? Pas encore. Alors un capitaliste ? Bingo. Ah, c'est quand même bien fait. Et un capitaliste, c'est quoi schématiquement ? Toujours pas de piège, c'est quelqu'un qui a du capital. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Des thunes, mais aussi de l'immobilier, des machines, des fabriques, bref, il est propriétaire. Il détient les moyens de production qu'il va pouvoir faire fructifier en faisant travailler des gens pour lui. Ok, ça c'est la base, sa place dans les rapports de production. Mais en tant que figure, dans l'imaginaire collectif. Parce qu'au début, il faut quand même savoir que tout le monde ne les apprécie pas vraiment à leur juste valeur. D'où la vieille figure qu'en termes techniques, on va appeler le gros patron. Alors, sans vouloir faire dans la grossophobie, vous voyez bien la caricature vintage. Il a un haut de forme, il est pétri d'hubris et d'avarice, et d'autres péchés pas très catholiques. L'idée, symboliquement, c'est qu'il s'engraisse comme ça en mangeant plein de plus-values. En plus, il est oisif. Pendant que ses fiers ouvriers se tuent à la tâche, lui, on sait pas ce qu'il fout de sa vie, à part, on imagine, fumer des cigares dans des salons victoriens en expliquant pourquoi les femmes doivent surtout pas voter. En se serrant le ventre, la classe ouvrière a développé outre mesure le ventre de la bourgeoisie, condamnée à la surconsommation. Pour remplir sa double fonction sociale de non-producteur et de surconsommateur, le bourgeois dut violenter ses goûts modestes, perdre ses habitudes laborieuses d'il y a 2 siècles et se livrer au luxe effréné, aux indigestions truffées et aux débauches syphilitiques. Bon, c'est pas dingue, hein. À part Casbarian, personne a envie de dégager l'énergie d'un type du 19e siècle qui envoie des enfants bosser à la mine. Mais cette figure va évoluer avec le mode de production. Tout spécialement là où il va connaître une explosion sans précédent. Aux États-Unis, à la fin du 19e, ce narratif va se réinventer sous l'influence de plusieurs facteurs. D'abord, le narratif de cette jeune nation elle-même. Vous savez, la nouvelle frontière, le rêve américain, la terre des opportunités. With its cowboys and guns and steam train rides, America became known as the land of the free, which must have come as a surprise to all the slaves. Il est vrai que des gens ont pu refaire leur vie dans ces terres vierges à perte de vue. Il y avait personne ? It's free real estate.
Ainsi, à l'image de la ruée vers l'or, certains de ces pionniers ont pu se créer des fortunes en tombant sur le bon filon. Pendant que les autres crevaient. Oui, ils avaient qu'à mieux tomber sur le bon filon. Ou vendre de l'équipement et de la bouffe, parce qu'en vrai, c'est ça le business model qui marchait le mieux. Faire de la thune sur le dos de ceux qui cherchent à en faire. Inform your dealers and whores of my credit and pour me a goddamn drink. Honor and a pleasure, my good man. Retenez ça les jeunes. Ensuite, il y a l'explosion de la presse de masse ainsi que de la publicité et des magazines, comme on l'a vu dans notre épisode précédent sur la naissance des marques. Ces moyens de communication permettent de diffuser un nouveau narratif et de nouvelles figures du capitalisme. Imaginez, vous êtes le célèbre Major Custer qui a fait fortune dans le biscuit apéro. Comme on l'a vu dans l'épisode précédent, vous êtes maintenant plus qu'un homme d'affaires, vous êtes une marque. Désormais, vous pouvez publier vos mémoires pour raconter votre enfance démunie avec vos 17 frères et sœurs sur un lopin de terre près de Doveland dans le Wisconsin. Où vous êtes aujourd'hui une célébrité locale, comme le montre la petite statue qu'on vous y a érigée. Et que vous avez vous-même financé. Comme tant de choses de ce petit village qui vous doit tant. Vous pourrez alors faire appel à un ghostwriter qui vous aidera à raconter comme vos mains ont connu la rude récolte de ces céréales qui feront plus tard votre fortune. Les colonnes de journaux se délecteront de vos exploits durant la guerre de sécession contre le Sud, où vous avez été accueillis non pas en simple self-made men, mais en héros et libérateurs. Dans des entretiens fleuves, vous pourrez raconter comment vous avez ensuite posé les bases de votre empire industriel en soutenant l'effort de guerre grâce à vos biscuits, revigorant les vaillants soldats des guerres indiennes. Ah, ça a de la gueule quand même. Vachement plus de gueule que de dire que vous avez épousé la fille d'un industriel du coin et profité de la victoire du Nord pour récupérer des terres agricoles du Sud où vous avez pu exploiter pour pas cher d'anciens esclaves nouvellement affranchis. Que cette expérience dans l'armée vous a permis d'obtenir des contrats pour refiler en masse vos biscuits tout secs à des pauvres types qui allaient massacrer des autochtones pour que vous puissiez récupérer leurs terres. Ah mais je crois que c'était une terre vierge. Oui, grâce au Major Custer. Déjà, tant la presse que le public raffolent de ces destinées hors du commun qui entretiennent le rêve américain. Des récits biographiques inspirants qu'on s'arrache pour y chercher les secrets de la réussite. Ouais, comme quoi, les formations en développement personnel, ça date pas d'hier. Le début d'une relation symbiotique entre médias de masse et hommes d'affaires starifiés, les premiers vendant une image des seconds qui en retour font vendre du papier aux premiers. D'autant que ces empires médiatiques, en pleine expansion, appartiennent eux-mêmes à des grands patrons de presse. Voilà, ça non plus, c'est pas nouveau. Cette maîtrise du storytelling renforce l'image de marque et au-delà, forge un nouvel archétype du capitaliste. Elle pose les bases de l'entrepreneur. Ce pionnier, parti de rien et dont la prise de risque et les vertus personnelles ont été récompensées par le succès économique. Un génie playboy philanthrope milliardaire. En titillant au passage la fibre de l'éthique protestante qui valorise ceux qui ne comptent pas leurs heures et gèrent leur argent en bon père de famille. Même sans pouvoir citer des exemples réels, ce storytelling, vous le connaissez tant il imprègne nos imaginaires. Suivez le parcours extraordinaire de ce jeune canard écossais, né dans la pauvreté, mais animé d'une détermination sans faille à réussir dans la vie. Mais les choses ne sont bien sûr pas si simples. Car voyez-vous, il y a le bon et le mauvais entrepreneur. D'un côté, on a le patron méritant et paternel, à la philanthropie bien connue, récompensé pour son apport à la communauté, un capitaine d'industrie. C'est bien ça un capitaine, c'est le leader qui mène ses hommes au front pour un objectif. Comme le Major Custer. De l'autre, on a le spéculateur avide et sans pitié qui écrase le marché pour imposer son monopole par tous les moyens, le baron voleur. Un baron, ça fait aristocrate du vieux monde, avec ses privilèges de naissance, qui vit en rackettant ses sujets. Comme le Major Custer. Vous vous souvenez Upton Sinclair, le gars qui a écrit sur les abattoirs de Chicago? Lui et les autres journalistes fouille-merde à la Jack London, qu'on appelait les muckrakers, ont beaucoup contribué à créer cette image du grand propriétaire écrasant les petits indépendants fidèles à l'esprit pionnier. Et à ça, il fallait opposer une autre figure aux yeux du public. C'est là tout l'enjeu de la maîtrise du narratif, car en chacun de ces entrepreneurs, il y a deux loups. Et celui qui domine, c'est celui qu'on a le plus alimenté en com. D'ailleurs, Picsou, il incarne cette ambivalence. À la fois personnage sympathique, parti de rien, et en même temps mania avare, obsédé par l'idée d'amasser des richesses. D'où son nom, Picsou en français, mais Scrooge en anglais, en référence au personnage du conte de Noël de Dickens. Picsou qui est inspiré par une figure bien réelle, Andrew Carnegie, industriel comme lui d'origine écossaise, issu d'une famille modeste et devenu, grâce au développement des chemins de fer et de l'acier, un des hommes les plus riches des États-Unis. Une personnalité incontournable de son époque, dont le visage, l'histoire et les avis sur les affaires du monde fleurissaient dans les journaux. Le véritable Carnegie, lui, a très vite su incarner l'image très populaire du bon entrepreneur, responsable et bien intentionné, qui s'est même dit à un moment socialiste. Oui, tant qu'on y est. Il a donné 30 millions à des œuvres caritatives. Après sa mort. Mais il a aussi créé 2500 bibliothèques publiques gratuites. Portant son nom. Une salle de spectacle à New York. Carnegie Hall. Un musée à Pittsburgh.
Carnegie Museum Art, une université, un fonds de pension pour chercheurs et même un lac pour l'équipe d'aviron de Princeton. Le Carnegie Institute of Technology, la Carnegie Foundation et même le putain de Carnegie Lake. Bon ok, il y avait un petit melon, mais quand même altruiste le gars. C'est vrai. D'ailleurs, tu peux me dire avec quel altruisme il a réagi quand il y a eu une grève dans sa compagnie d'acier? Il a écouté leurs revendications et il a signé les Carnegie Conventions collectives? Il a envoyé 300 agents tirer sur les ouvriers. Ah. Enfin, seulement après avoir fermé l'usine, interdit les syndicats et laissé les grévistes mourir de faim, avant de les réemployer en baissant drastiquement leur salaire, le tout a duré plus de 4 mois. Ah là c'est sûr, ça colle vachement moins bien avec son storytelling. Et il a d'ailleurs jamais vraiment réussi à s'en remettre niveau image. Mais c'est comme ça que ces gars-là ont compris l'importance de soigner leur com. Comme Rockefeller, qui a très vite pigé qu'il fallait embaucher des publicistes pour redorer son blason. Du style, Ivy, le mec qui a littéralement fondé la profession des relations publiques. Le socialisme ne s'est jamais implanté aux États-Unis parce que les pauvres ne s'y considèrent pas comme des prolétaires exploités, mais comme des millionnaires qui sont temporairement empêchés. Le petit souci, c'est que le patriarche fondateur parti de rien, ça marche vachement moins bien une fois qu'ils ont engendré eux-mêmes une caste d'héritiers et toute une dynastie. Moi ça m'amuse toujours, je lis un peu les biographies de grands patrons, où en fait les grands patrons actuels en France, c'est vraiment des enfants et des petits-enfants de grands patrons. Donc en fait, ils n'ont plus grand-chose à raconter, tu vois. C'est la 5e génération, l'héritier Peugeot, là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir raconter sur lui? Et donc ils disent ouais, mais il est passionné de voitures anciennes, tu vois. Donc en fait, il a une collection, en fait, le gars. Il a une collection, en fait, ça me fait marrer, parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Et surtout quand le capitalisme à la papa se change en capitalisme actionnarial, incarné par des méga corporations dirigées par un board anonyme et changeant. Prenez le mythe fondateur de McDo, le petit resto des frères McDonald qui invente le mode de production ultra optimisé des fast-food modernes. La success story absolue. Sauf que McDo, c'est surtout Ray Kroc, un petit margoulin de VRP qui avait flairé le bon filon. Et le modèle économique à la base de cet empire, c'est pas de se faire de la marge là de gain petit en vendant des Happy Meal, c'est vendre des franchises. Il a gardé le nom et l'image de marque, mais pas les frangins, qui ont été renvoyés gérer leur petit resto de losers, qu'ils avaient même plus le droit d'appeler McDonald's. Ce qui est, on le rappelle, littéralement leur nom. Resto qui a fermé quelques années après, puisqu'entre-temps s'était installé en face un McDonald's. Ces changements du mode de gestion, où c'est de moins en moins un proprio fondateur qui dirige les boîtes, rendent les anciennes figures obsolètes. Avec cette montée du capitalisme actionnarial, la figure de l'homme d'affaires enchaînant les coups de poker qui investit, achète, vend en se laissant porter par les opportunités devient cool. Autrefois perçus comme des bandits du capital, ils en sont désormais perçus comme les aventuriers. Challenge, voilà, c'est un mot qui en France veut pas dire grand-chose. Une figure surmédiatisée dans les années fric, avec le triomphe de l'ultralibéralisme, avec son propre storytelling, qui vante son mode de vie bling-bling, son aura charismatique et sa roublardise. C'est la combine nana. Bernard Tapie en France et aux États-Unis. Bon, vous le voyez venir. J'ai l'immense honneur et le plaisir de vous annoncer la visite de Monsieur et Madame Donald Trump. Car c'est aussi dans ces années que s'assume de plus en plus la porosité entre monde des affaires et monde politique. Et en parallèle de l'émergence de l'homme d'affaires, apparaît une autre figure qui donnera un visage à ce capital abstrait, fait de groupements d'actionnaires, de fonds de pension et de holdings, celle du CEO, plus connu en France sous le terme PDG. L'actionnaire ne disposant plus que d'une propriété passive, c'est à des managers salariés, non propriétaires, que revient le contrôle actif de l'entreprise, sa gestion concrète. On a donc d'un côté des propriétaires sans réel contrôle, et de l'autre, du contrôle sans réelle propriété. L'entreprise est devenue comme un club de foot détenu par des actionnaires. Et le PDG, c'est l'entraîneur, qui peut se faire recruter ou virer selon les performances, puis rejoindre un autre club, etc. Dans un grand mercato du capitalisme qui va faire les choux gras de la presse économique et des chroniqueurs BFM Business. Bien sûr, ce matin, le marché s'est réveillé avec une demi-molle, mais croyez-moi, en fin de séance, il avait une belle gaule, le marché a le gourdin et il vous le met profond. Tu te souviens de J6M ? Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde. Ce surnom, J6M, Jean-Marie Messier, moi-même, maître du monde, est attribué au Guignol de l'info. Après vérification, la rédaction des Guignols précise qu'elle ne l'a jamais surnommé de la sorte. Entre nous, nous l'appelons plus familièrement Gros Cul. Pour les plus jeunes, je vous jure que c'est vrai, à un moment, ce type était partout. Aux infos, chez Drucker, dans les magazines, il avait sa marionnette au Guignol. C'était le PDG star, une sorte de super manager, un mix entre un haut fonctionnaire et un Berthier de la Cogip mordu par un tableur Excel radioactif.
Là encore, on retrouve toute l'ambivalence de ces figures. Pour certains, le PDG devient le roi d'un capitalisme gestionnaire moderne dans un genre de Game of Thrones corporate. Pour d'autres, l'incarnation de toutes les dérives patronales, de la froideur utilitariste, des plans sociaux et de l'indécence des écarts de richesse. L'énorme succès de nos montres calculettes a permis de multiplier notre chiffre d'affaires par 38,2. C'est pourquoi les 3/4 de nos effectifs seront licenciés avant Noël. Désolé. C'est d'ailleurs grâce à J6M qu'on commence à parler des parachutes dorés dans le débat public. Son traitement médiatique est parlant. Starifié à l'infini à son arrivée, il finit conspué par la presse pour sa prime de départ jamais vue, malgré sa gestion catastrophique, avant de tomber un peu dans l'oubli. Alors rassurez-vous, il fait pas la queue au Resto du Cœur. Il s'est encore fait plus de 20 millions il y a quelques années en gérant l'absorption de Suez par Veolia sur les ruines du service public de l'énergie. Surtout, on en arrive à la forme finale du mythe de l'entrepreneur. Notre bon vieux Major Cruster, il est vintage, il est rassurant, mais c'est vachement ringard. En plus de ça, ça fait belle lurette qu'il ait canné de la syphilis dans ses draps de soie et remplacé par un conglomérat géant. Et il est vachement moins cool que Clippy WinZip, génie de la tech, inventeur du Turbotron 2000 qu'il a développé dans son garage en travaillant 60 heures par jour. Clippy, c'est pas un gros patron ringard, c'est un nerd, un geek qui porte des sneakers et des t-shirts, champion du monde de Polybius. Sa fortune est valorisée à 1000 milliards de trillions de dollars, ce qui est certes la preuve de son génie, mais ça n'est pas pour l'argent qu'il fait ça. Ce qu'il nous vend, c'est pas le Turbotron 2000, c'est le futur. Le monde de demain, façonné par ses technologies, mais aussi par son esprit créateur, qui a une vision pour l'humanité. Une vision permise uniquement par ses connaissances en informatique et les sommes colossales investies par la Cruster Company à des fins de diversification et d'investissement dans les nouvelles technologies. Et voilà comment on est arrivé à la nouvelle évolution de nos Pokémon, avec l'entrepreneur visionnaire de la Silicon Valley. Quand on vous parle de storytelling, de narratif ou de mythologie, c'est pas de simples formules pour dire que c'est des gros mythos. Ces histoires, elles sont bel et bien des constructions narratives, à travers les médias, la pop culture ou les relations publiques, et bien souvent portées par les intéressés eux-mêmes. Que ce soit à partir d'une réalité un peu romancée ou de mensonges par omission, voire pur et simple. Et un jour, j'avais 12 ans, je faisais mes devoirs chez ce type. Et donc je rentre chez moi, je tape sur internet comment fabriquer un site. Et je suis toutes les étapes et je fabrique un site et je lui ramène 2 jours après. Coup de chance, il était vice-président du marketing d'Apple. Dans tous les cas, ces histoires mettent en récit les exploits de nos protagonistes et forgent légendes et archétypes en distribuant les rôles. C'est criant dans le cas de Steve Jobs qui, à longueur d'interviews et de biographies, s'est construit comme l'incarnation de cet austère entrepreneur aussi génial que désintéressé, animé par une vision à long terme pour le genre humain. I have built the coolest, hippest company in the world. Une sorte de mix entre Léonard de Vinci, Henry Ford et Gandhi, image construite également en opposition à la figure de son rival Bill Gates, à qui il a constamment taillé le costard du businessman sans génie, uniquement motivé par l'appât du gain. L'entrepreneur contre le baron voleur, Picsou contre Gripsou. Bill Gates, qui lui-même a cherché à se forger sa propre légende de visionnaire philanthrope, continuant à révolutionner le monde autant par la technologie que par les fondations qui gèrent sa fortune. Épluché comme l'a fait Anthony Galuso, les hagiographies, les biopics, les nécros, les interviews, les articles et les discours sur nos grands entrepreneurs. Ne vous demandez pas ce qui s'y trouve, demandez-vous plutôt ce que vous n'y trouverez pas. Car ces absences sont autant, si ce n'est même plus, structurantes pour le mythe. Qui c'est qui les fait, les Turbotron 2000 Eh ben c'est Clippy, dans son garage au pôle Nord, avec ses petits elfes, et puis il prend son petit traîneau et il les dépose directement sous le sapin. Bah oui. Eh ben oui, bah oui. Dans ce panthéon, vous allez trouver Clippy WinZip, avec son Turbotron sorti de sa cuisse de Jupiter, éventuellement quelques rôles secondaires, d'ingénieur dans son ombre, probablement un rival, et bien sûr, le méchant état bureaucratique qui fait rien qu'à freiner le progrès. You're facing federal prosecution for at least a half a dozen environmental violations. Now either you shut off these beams or we shut them off for you. Même si en réalité, il le subventionne à mort et que l'armée est le principal acheteur de Turbotron. Par contre, ils sont où les gamins qui extraient du cobalt dans des mines au Congo? Les dizaines de milliers de travailleurs parqués dans des chaînes de montage géantes dans des usines en Chine? Ceux du Midwest dévasté qui ont été foutus au chômage quand il a été temps de tout délocaliser? Les ingénieurs, les employés des ateliers et des beaux bureaux de la Silicon Valley, mais aussi des transports, des entrepôts et des magasins? Vous embêtez pas à les chercher, hein. Ils sont là. La chaîne de production d'Apple intègre un nouveau sous-traitant, l'entreprise taïwanaise Foxconn, à qui elle confie l'assemblage de ses nouvelles générations d'ordinateurs Mac. Foxconn attire l'attention des médias du monde entier en 2010, l'année où 14 de ses ouvriers, âgés de 17 à 25 ans, se jettent du haut de ses bâtiments. Un peu plus d'1 an après l'éclatement de l'affaire Foxconn, Steve Jobs mourait des suites d'un cancer. Des dizaines de biographies ont paru,
Les ouvriers de Foxconn n'y jouent jamais aucun rôle. Mais les Chinois, ils travaillent à 45 heures, ils dorment sur place dans leurs usines, ils font de bons produits pas chers, parce que le coût de production est trop cher, parce qu'on a trop d'entraves, parce que les chefs d'entreprise ne peuvent plus faire ce qu'ils veulent pour gérer leur entreprise. La figure du patron implique celle du travailleur, tandis que celle de l'entrepreneur n'implique qu'un homme d'exception aux pures idées créatrices. Plutôt qu'être quelqu'un qui s'accapare l'intelligence collective, il est un esprit supérieur qui descend imprégner la ruche de ses collaborateurs. Si tout ça servait seulement à flatter l'ego fragile de quelques milliardaires en quête de sang sur leur yacht, passe encore. Mais ce mythe a des implications très concrètes sur le monde et sur nos vies. Depuis toujours, c'est cette image qui leur permet d'attirer la confiance des clients et des investisseurs. Mais elle vient aussi justifier une vision du monde, un modèle économique et même, d'une certaine façon, un programme politique. La figure de l'entrepreneur permet d'amalgamer des capitalistes aux fortunes jamais vues aux petits patrons du bar du coin, à votre boulanger, votre artisan kebabier, ainsi qu'à tous les indépendants qui galèrent. Pire, à l'auto-entreprise et à l'ubérisation qui ont précarisé des tâches pénibles qui sont assurées non plus par des travailleurs, mais par des entrepreneurs, des armées entières de petits Steve Jobs. Dans cette vision, tout ce qui tient de la régulation devient un frein à la puissance créatrice. Tout impôt est punitif envers la réussite. Toute redistribution par les pouvoirs publics ou dans l'entreprise elle-même est injuste, puisque si l'entrepreneur a mérité son succès, alors l'exploité, le pauvre, l'exclu, le gros loser, lui aussi est self-made. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. C'est précisément l'inégalité qui est juste. Une nouvelle aristocratie a émergé, non pas élective, non pas de droit divin, mais d'une puissance bien supérieure, le marché. Les intérêts privés se confondent avec les intérêts publics. Pour gouverner les humains de manière acceptable, il faut des humains d'exception. Si ces entrepreneurs sont capables de nous guider vers le futur et dans les étoiles, alors autant leur confier le destin du monde et les clés du pouvoir, et les laisser gérer l'État comme ils gèrent leurs entreprises, non? I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups, but also a nation that thinks and moves like a startup. Par contre, souvenez-vous d'une chose, l'entreprise n'est pas une démocratie. He says, you're not going to be a dictator, are you? I said, no, other than day one. Vous avez l'air d'avoir beaucoup apprécié notre premier épisode de Corporate, alors on espère que celui-ci aussi vous aura plu. Et on vous rappelle que pour continuer à financer ces épisodes et tous les autres programmes de Blast, on a besoin de vous tous et de vous toutes. Donc, si vous le pouvez, n'hésitez pas à vous abonner et à soutenir financièrement Blast grâce au lien en description.